tenter de modestement créer une sorte d'effet boule de neige où chacun irait de son expérience choc et fondatrice en matière de jeux vidéo. Que ce soit ici dans les commentaires, sur Twitter, ou même pourquoi pas via une vidéo YouTube dans votre propre style. Je sais, ça ressemble. Faut qu'on parle. Est-ce qu'une œuvre vous a déjà marqué ? Je pense bien que oui. Nous avons tous déjà été touchés lors du visionnage d'un film ou à l'écoute d'un morceau de musique. Ce sont des expériences gravées en nous comme dans du marbre, plus ou moins profondément, qui nous tiennent compagnie pendant des années ou juste l'espace d'un instant à guider nos pas. Ces œuvres nous définissent notre manière d'agir et même parfois notre manière de voir le monde. Mais laissez-moi vous reposer ma question. Est-ce que vous avez déjà rencontré une œuvre qui vous a marqué au fer rouge ? Vous savez, elle est votre favorite, celle que vous défendrez à tout prix, à tel point que vous avez l'impression qu'elle fasse intégralement partie de vous, qu'elle est là, cachée dans chacune des cellules de votre corps, à subsister, même au plus profond de votre âme. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette œuvre. Laissez-moi vous parler de Nier Automata. Cette vidéo n'a pas vocation à être une critique, je laisse ça à des gens beaucoup plus compétents que moi. Non, cette vidéo est là parce que j'ai besoin de parler d'une expérience qui a changé ma vie. Mais un problème se pose. Comment réussir à vous parler de Nier Automata ? Comment exprimer avec de simples mots ce que ce jeu représente pour moi et pour tant d'autres joueurs ? Tout a déjà été dit sur Nier Automata, mais j'ai l'envie insaisissable de rajouter ma pierre à l'édifice, même si mon avis est insignifiant. J'ai besoin de vous partager cette expérience. D'utiliser cette vidéo comme un réceptacle où déposer le flux de pensées et d'émotions contradictoires que le jeu a fait naître en moi pour passer à autre chose et faire le deuil d'une expérience qui a marqué ma vie et de peut-être réussir à vous faire sauter le pas pour que vous aussi vous puissiez découvrir ce qui a été mon plus gros choc JV. Je vous parle de Nier depuis tout à l'heure, mais je devrais plutôt vous présenter son illustre créateur, Yoko Taro. Car oui, Nier Automata et la série des Nier et Drakengard de manière générale sont indissociables de leur créateur. Il me semble donc important de vous en parler. Il commença sa carrière chez Namco avant de finir quelques années plus tard dans un petit studio japonais aujourd'hui disparu, Computer Amusement Visualizer ou Cavia, où il y réalisera et scénarisera son premier jeu Drakengard qui sortira sur PS2 en 2003, qui est un mixte entre un action RPG et un jeu avec du shoot à dos de dragon à la sauce Ace Combat, un mélange assez étrange qui va donner le goût à Yoko pour les gameplays mixtes que l'on retrouvera dans tous ses jeux par la suite. Drakengard sera reçu assez tièdement par la presse avec des critiques partagées, mais on lui trouvera certaines qualités qui font le succès d'Automata plus tard, comme son écriture et sa narration mature mettant en place un univers complexe abordant des thèmes difficiles tels que l'inceste, la pédophilie ou le cannibalisme infantile, ce qui vaudra au jeu d'être censuré dans plusieurs pays. Cependant, le thème le plus important de Drakengard et sûrement le plus récurrent dans la ludographie de Yoko est la violence et les conséquences qu'elle a sur l'homme. Et même si cela peut paraître gratuit énoncé de cette manière, Yoko Taro les met en contexte à l'aide de personnages et d'outils de narration propres aux médias du jeu vidéo. Malgré de nombreux points perfectibles, Drakengard aura le droit à deux suites, Drakengard 2 et 3, qui sortiront respectivement en 2005 et 2013. Le 2 n'est plus scénarisé par Yoko Taro, mais il reviendra pour Drakengard 3. Donc Drakengard 3, ou Dragoon 3 de son titre original, est de nouveau un action RPG avec du shoot à dos de dragon, mais il a pour particularité d'être un préquel, et il est pour le moins singulier dans la ludographie de Yoko, Drakengard 3 étant sûrement le plus nihiliste et le plus déprimant de ces jeux. En fait, Drakengard 3 a presque l'allure d'un troll, d'un doigt d'honneur fait à l'industrie, mais ce n'est pas pour cela qu'il en perd ses qualités de narration et d'écriture. Mais le jeu sera mal reçu, on lui reprochera d'être daté techniquement, que ce soit graphiquement ou au niveau du gameplay. Mais entre ces deux Drakengard, la germe d'un chef-d'œuvre avait éclos, avec Nier, sorti en 2010. Le jeu sortit en deux versions différentes, Nier Replicant au Japon et Nier Gestalt chez nous. L'un où l'on joue un jeune garçon essayant de sauver sa sœur d'une terrible maladie, et l'autre où l'on incarne un père essayant de sauver sa fille. Ces différences sont certainement dues à des raisons marketing. Nier sera encore reçu tièdement, mais on lui trouvera de nouveau de grandes qualités d'écriture, Nier brillant par ses personnages et ce qu'ils incarnent. On retrouve par exemple toute une thèse sur le corps et sur ce qu'il représente, avec des questionnements comme « Ne sommes-nous qu'un corps ?» ou « Pouvons-nous nous en détacher ?» ainsi qu'un propos sur le doute et sur l'importance de remettre en cause nos convictions, ainsi que sur la dépression, avec le personnage de Kaine par exemple.
Je pourrais aussi vous parler de la critique de la société japonaise que fait le jeu, grâce à la vie de façade, mais heureusement je ne vais pas le faire. Malgré un nombre de ventes assez bas, Nier aura une suite en 2017. Et oui, c'est que maintenant que j'ai commencé à parler d'Automata, mais il me semblait important de vous parler un peu du parcours de Yoko Taro et de ses œuvres précédentes, pour mieux comprendre le personnage et ses intentions. Parce que même si Automata est certainement son œuvre la plus aboutie et mature, le reste de sa ludographie mérite tout autant d'attention, car elle est intimement liée au succès d'Automata et à ce qu'il raconte. Nier Automata est le fruit surprenant de l'association entre Yoko Taro et Platinum Games. Le jeu se déroule en 11 945. L'humanité est exilée sur la Lune à la suite d'une invasion extraterrestre. On joue Tubi, une androïde du groupe Yora qui a pour but de reconquérir la Terre aux griffes des machines. Tubi est aidée de Nines, un éclaireur avec qui elle va développer une relation des plus étranges pour une androïde. Malgré ce synopsis assez banal, Nier Automata est un jeu qui nous parle de guerre, religion, nation, haine, existence, déterminisme, et de bien autre chose encore. Il se présente comme la synthèse d'une vision du monde, celle de Yoko Taro. Comme le premier Nier, Automata est parsemé de questionnements, d'abord adressés aux protagonistes, puis aux joueurs, à vous et moi. Des questions qui m'ont poussé à affronter des angoisses très personnelles, comme est-ce que vivre est futile? Sommes-nous condamnés à toujours répéter les mêmes erreurs? Étant les premiers exemples qui me viennent en tête. Le jeu est aussi obsédé par le sens de l'existence, mais ne cesse d'y trouver de l'absurdité. Mais Nier ne nous parle pas en tant que joueur, mais en tant qu'être humain. Même si lors de ma première partie je n'avais pas tout saisi de son propos, Automata a réussi à me toucher, inconsciemment et même consciemment, en prolongeant certaines réflexions et émotions en dehors du cadre de jeu. Des émotions tellement fortes qu'elles ont réussi à s'inscrire au plus profond de mon être, comme si une part de Yoko Taro s'était gravée en moi et qu'il était impossible de la déloger. Je ne vais pas plus développer, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le scénario du jeu et ce qu'il nous raconte, mais cela impliquerait de spoiler. Cette vidéo est avant tout là pour vous faire découvrir le jeu, ce serait bête de vous gâcher de nombreuses surprises que le scénario cache, je préfère vous laisser l'expérimenter. Malgré ses graphismes et sa technique datée, le jeu reste magnifique, sa direction artistique fait des merveilles et expose extrêmement bien toute la mélancolie du monde que l'on va être amené à traverser. Parce que oui, même si Drakengard 3 est sûrement l'œuvre de Yoko la plus déprimante et nihiliste, Nier Automata n'est pas en reste. Le constat que le jeu fait de l'être humain et du monde est pour le moins négatif, et cela se ressent dès les premiers pas que l'on fait dans le jeu grâce à un très bon travail sur la lumière et les couleurs. Que ce soit le parc d'attractions et la vision très colorée qu'il fait du post-apo, ou encore certaines zones tellement désaturées qu'on frôle le noir et blanc. Tout est là pour nous rappeler où l'on est, créant parfois un décalage entre le climat de guerre que le jeu installe et les paysages qu'il nous fait traverser, pouvant parfois nous donner l'impression que notre combat est absurde. La composition de certains paysages n'est pas en reste et participe à ce sentiment de solitude que le jeu installe. Tout est là pour nous faire un tableau d'une terre désertée par les humains, où des machines dominent en maître et où seuls des cadavres d'êtres mécaniques jonchent le sol. Cependant, la direction artistique n'est sûrement pas l'élément qui permet le plus d'installer cette ambiance, car il s'agit de... la musique que l'on doit à Keiichi Okabe et son studio Monaka. Et si je vous parle de la musique, que j'en fais un point important de ma vidéo, ce n'est pas pour rien. La musique dans Nier Automata et même dans tous les autres jeux de Yoko a toujours été extrêmement importante. Passant de Drakengard 1, son harmonie angoissante qui étouffe le joueur, jusqu'à l'OST du premier Nier étant mélancolique à souhait. La musique est sûrement l'un des éléments arrivant à transmettre le plus d'émotions. Celle de Nier Automata n'est pas en reste. L'OST arrive à dépasser sa condition de musique de jeu vidéo et à être une œuvre à part entière, malgré les dires de son créateur, affirmant qu'il ne fait que de la musique pour accompagner des images. Et si l'OST d'Automata m'a autant marqué jusqu'à en faire un point à part entière de ma vidéo, ce n'est pas pour rien. Tout d'abord, la musique est en parfaite adéquation avec le cadre et le scénario que le jeu met en place. Elle nous transporte durant tout le jeu et est l'incarnation de tous les sentiments que l'on va ressentir. Joie, tristesse, mélancolie, doute, solitude, tout en réussissant à faire des musiques épiques lors des moments d'action qui ne sont pas pour autant vides de sens
et d'émotion. Tout cela se faisant à l'aide d'une musique adaptative, c'est-à-dire que Nier Automata n'aura pas la même musique si vous êtes en combat ou en train de marcher. Cela permet de rendre la musique vivante et de lui donner plus d'intensité lors de moments importants, en ajoutant des chœurs, des percussions ou une voix par exemple. D'ailleurs, parlons-en des voix. Les musiques sont pour la majorité interprétées par Amy Evans et Nick Nicole. Amy Evans, elle, couvre une palette d'émotions principalement mélancoliques et épiques grâce à sa voix soprano. Nick Nicole, elle, a une voix beaucoup plus chaude, ce qui lui permet de s'occuper de musiques plus dramatiques, telles que The Weight of the World. En plus de ça, les émotions transmises sont universelles puisque le jeu a décidé d'intégrer une langue imaginaire dans quasiment toutes ses musiques. Sauf rare exception, les musiques sont chantées en anglais. On retrouve aussi quelques réinterprétations des musiques du premier Nier, faisant un petit clin d'œil aux joueurs ayant parcouru le premier jeu. L'OST de Nier Automata et ce qu'elle transmet m'a beaucoup touché. Son langage imaginaire est d'ailleurs bien à l'image du jeu. Il a un message crypté et pourtant même sans le comprendre, il a réussi à me toucher. Nier Automata est mon œuvre préférée, mais comme l'indique subtilement le nom de l'émission, c'est aussi mon jeu préféré, celui qui m'a donné ma plus grande claque vidéoludique, sûrement grâce aux éléments cités jusque-là, mais aussi grâce à l'attachement que Nier Automata porte à son média, le jeu vidéo. Avec ce jeu, Yoko Taro joue avec les codes du médium pour les exploiter, jusqu'à en faire une œuvre qui ne fonctionne plus qu'en jeu vidéo. Cela se voit simplement par la mécanique phare des jeux de Yoko Taro, les différentes fins permettant de révéler le scénario au fur et à mesure que l'on rejoue, et donc de questionner le joueur sur ses actions passées. Mais Nier Automata va plus loin que les différentes fins. Que ce soit les changements de caméra qui s'opèrent durant tout le jeu, ou les changements de genre passant d'un action RPG à la troisième personne à un visual novel par exemple. Et très souvent ces changements sont justifiés par le scénario, permettent de renforcer l'immersion du joueur. Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, mais nous jouons des androïdes, même si cela peut paraître anodin à première vue, ça ne l'est pas du tout dans le jeu. Jouer en Android veut dire que l'on peut être piraté, que l'on peut pirater des choses, et aussi que l'on peut être endommagé. Et donc ces changements lors de ces moments sont entièrement justifiés. Par exemple, il vous faudra à plusieurs reprises vous pirater pour réactiver certaines de vos capacités, comme le fait de pouvoir entendre ou voir. Cela se fera dans un style visuel complètement différent, avec son propre gameplay. Le jeu utilise aussi le principe de méta partout, par exemple, tout l'atterrissage du jeu est cohérent et existe dans l'univers du jeu, ou encore si on désactive la puce carte mère dans les options, c'est perdu, on meurt. D'ailleurs, comme dans un Souls, la mort est justifiée par le fait que l'on joue un androïde, et que nos données sont copiables d'un corps à l'autre. Ce qui va d'ailleurs nous pousser à nous poser des questions sur ce qui nous définit. Est-ce que nous ne sommes que des souvenirs, et dans ce cas-là, changer de corps après une destruction est quelque chose de normal? Ou alors est-ce que juste le fait de garder nos souvenirs ne nous dénaturerait pas, et ne changerait pas qui l'on est? Ces questions sont dissimulées un peu partout dans le jeu, et pourtant elles ne découlent que de une mécanique de gameplay. Et donc Nier Automata ne peut fonctionner qu'en jeu vidéo. C'est bien pour ça que l'adaptation en animé prévue pour janvier 2023 me fait peur. Malgré le fait que Yoko Taro soit derrière le projet et que ce soit A1 Pictures qui se charge de l'animation, le studio s'étant récemment chargé de l'excellent 86, 86 étant par ailleurs l'un des animés avec la meilleure mise en scène que j'ai pu voir. En y repensant, Nier Automata est une œuvre ne faisant pas forcément mieux que toutes les autres, mais qui a pourtant réussi à me toucher au moment de ma vie où j'avais peut-être perdu foi en l'existence, en me disant qu'elle était futile, absurde. À quoi bon vivre si l'existence n'a pas de sens? Mais Nier Automata fait mal et me fait mal. Le jeu me torture l'esprit depuis que je l'ai découvert, rêvant d'être aux côtés de Nines, Pascal ou encore A2. Tout paraît si réel, si humain. Le jeu frappe et détruit nos convictions et nous emmène dans une tornade de contradictions et d'éternels recommencements, comme un CD raflé racontant encore et encore la même histoire éternellement sans que l'on s'en rende compte. L'humanité renaît dans les formes de vie mécanique, elle aussi déterminée à reproduire le cycle de joie et de haine. Le jeu installe un conflit dont le non-sens total ne nous apparaîtra que lorsqu'il sera trop tard. Mais Nier Automata me fait me sentir vivant. Il a réussi à me changer, à me faire retrouver goût à la vie, apprécier la beauté des choses, comprendre pourquoi j'aimais le jeu vidéo. Derrière son marketing fait de jupes et d'explosions, le jeu cache une œuvre totale qui a réussi son but. Faire changer le monde, faire changer mon monde et celui de bien d'autres joueurs. Je suis vivant. Merci Yoko Taro. Merci beaucoup à Pseudoless pour avoir lancé le hashtag MonShotJV et à NeoTail pour m'avoir poussé à réaliser cette vidéo. Merci à vous tous pour l'avoir regardé jusqu'au bout.
Je me suis efforcé de spoiler le moins possible pour ne rien vous gâcher de l'expérience, même si après avoir fait cette vidéo, je suis bien tenté d'en faire une autre en spoilant et en analysant de façon plus précise les points qui m'ont touché. Merci beaucoup à TBK pour m'avoir laissé utiliser la musique que vous entendez en fond. À nous sauver, et seul face au monde puis-je vraiment lui